Bonsoir Essar. Bonsoir Tom. Alors Essar, nous arrivons au 57e CITREP, nous sommes le 22 février 2019 et je crois qu'on ne pourra jamais éviter, en tout cas pour très longtemps, hélas, de commencer ces CITREP pour évoquer évidemment en filigrane ce qui se passe au Yémen, hein, parce qu'il faut en parler également, mais évidemment et surtout ce qui se passe en Palestine occupée aujourd'hui, parce que et on y reviendra sur un autre plan en France, parce qu'il y a des choses graves qui sont en train de se mettre en place. Et donc moi je vais vous laisser parler de ce que vous savez sur ce qui se passe en particulier en Palestine occupée. D'abord, je voudrais saluer tous les Palestiniens qui sont en lutte là aujourd'hui. Ils ont appelé à, une mobilisation générale pour sauver Al-Aqsa, suite à des violations systématiques par les colons de la mosquée d'Al-Aqsa. D'une part, et puis d'autre part, suite à des arrestations, à des violations de domicile, à des destructions de domicile, même faites par l'armée israélienne contre des responsables palestiniens, contre des militants palestiniens, contre même des prisonniers. C'est la maison des prisonniers qui sont détruites sur la tête de leur famille. C'est vraiment l'horreur la plus énorme, plus le fait que il y a les colons qui envahissent Al-Aqsa, qui veulent empêcher les Palestiniens d'y aller. Et donc là, aujourd'hui, mobilisation générale pour sauver Al-Aqsa. Les Palestiniens, musulmans et chrétiens, sont allés ensemble, en toute unité, pour défendre Al-Aqsa. Et ils ont réussi à ouvrir la porte d'Al-Rahma qui était fermée depuis 2003. Et bon, ça c'est aussi les forces d'occupation se sont attaquées à eux. Il y a eu aussi les colons qui viennent aussi à la mosquée sous la protection de l'armée israélienne. Enfin bon, c'est donc de grands affrontements. Parallèlement, il y a eu aussi, comme toutes les semaines, la marche pour le retour, la marche du retour sous le titre nous ne négocierons jamais sur le blocus, il faut briser le blocus. Et puis donc là, il y a eu 24 blessés, il y a eu comme 2 morts. Les Palestiniens continuent à se battre. Lundi dernier, il y a eu, comme tous les lundis aussi, la marche sur la mer, là, sur le front de mer. Ils ont été les pêcheurs en fait qui partent, ils marchent et ils partent aussi dans la mer pour pêcher. Ils ont été attaqués par la marine israélienne. Il y a eu des morts et des blessés. Donc le peuple palestinien se bat tous les jours, mais pour avoir une vie tout simplement normale chez lui, sur ses terres. Et là, c'est en fait sur ses propres terres, il est cloisonné entre des murs et des interdits et des lignes rouges et des portières, etc., y compris dans les lieux sacrés, qui sont comme comment dire, l'église de la Nativité à Bethléem et la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. Donc en fait, vraiment grande bataille, et puis tout notre soutien va aux Palestiniens qui se battent. Et aujourd'hui, en fait, à chaque fois, il y a des manifestations de soutien en Syrie pour le peuple palestinien, pour recouvrer ses droits. Et en fait, on dit c'est la même bataille. Ce qui était arrivé, l'agression contre la Syrie avait pour
arrière-plan de casser toute la question, enfin de passer la, comment on appelle ça, La cause palestinienne. l'accord du siècle et passer la cause palestinienne enfin tuer la cause palestinienne et tuer toute la résistance palestinienne avec des accords qui sont complètement hideux, qui consacrent la colonisation. Voilà. D'ailleurs, je passe en transition. C'est ce qui a été vu dans ce fameux congrès à Varsovie, qui a été normalement mobilisé pour un congrès réuni par les États-Unis à Varsovie contre l'Iran, mais en fait qui s'est avéré plutôt un congrès pour sauver Netanyahou et faire une normalisation des rapports entre Netanyahou et tous les chefs arabes des pays du Golfe. Donc il y avait le Bahreïni, il y avait les Émirats arabes unis, il y avait comment dire le responsable, l'Oman, l'Arabie Saoudite et surtout le ministre des Affaires étrangères du Yémen qui était à côté de Netanyahou. Donc très clairement tous ces pays, Netanyahou a transformé cette initiative qui était en fait complètement avortée par rapport à l'Iran, puisque il n'était pas question de l'Iran, alors que l'objet principal c'était la guerre contre l'Iran. Mais ça a été une véritable mascarade et une véritable parodie ou un véritable festival plutôt pour fêter la présence israélienne avec les chefs arabes. D'ailleurs, les Américains en ont parlé. C'était que maintenant, il y a eu du pain et du sel et de la boisson entre des chefs arabes et Israël. Donc, c'est Israël et Netanyahou se vantaient à son retour d'un nombre important de pays arabes qui sont devenus des amis d'Israël. Et alors que ça a été effectivement violemment critiqué par la presse israélienne qui disait qu'il transformait cette réunion plutôt en une campagne électorale, puisqu'il fait campagne alors qu'il est poursuivi pour des dossiers de corruption importants en Israël, en Palestine occupée. Ben oui, d'ailleurs, parce que ce qui se passe ici, c'est qu'il y a une épée de Damoclès qui virevolte au-dessus de la tête des Libanais, même des Syriens, à cause de ça, parce que pour essayer d'échapper à la justice, Netanyahou n'est quand même pas quelqu'un dont la santé mentale est très fraîche, et donc il est tout à fait capable de déclencher une guerre à grande échelle pour essayer d'échapper à son sort. Il essaye, oui, mais de toute façon, je crois qu'il ne peut pas le faire s'il n'a pas le feu vert des Américains et puis des Européens. Or, en fait, c'est vrai que les Européens, en fait, ce que je voudrais signaler, c'est que à cette conférence de Varsovie, la France et l'Allemagne n'ont pas assisté, ni l'Angleterre, je crois. Non, la France et l'Allemagne n'ont pas assisté. Donc, puis Mogherini, la responsable européenne, elle n'est pas venue du tout. Elle n'a pas assisté, ce qui fait que ces pays veulent garder quand même une relation avec l'Iran, une relation correcte, et ils veulent continuer à traiter avec l'Iran, et ils se soumettent pas à l'embargo américain. Alors, voilà. Et ça, si vous me permettez, je vais revenir un tout petit peu en arrière. Pour évoquer la situation des Palestiniens, du Golan, de la situation également dans le ciel libanais. Alors je vais commencer par évoquer la confiscation des indemnités versées aux familles de prisonniers palestiniens
Hein, Ouais. vous vouliez nous en parler. Ouais. Vous nous avez aussi indiqué que Netanyahou veut annexer le Golan syrien. Donc ça, Mhm. c'est une volonté qui est assez ancienne, mais cette insistance est quand même prouve que apparemment les Israéliens ont une volonté de faire, de ne pas se séparer du Golan, de ne pas céder le Golan comme ils devraient le faire, suivant les résolutions du Conseil de sécurité, bien entendu, sur le sujet. Oui, puis de l'ONU. Voilà. Effectivement, mais c'est vrai que Netanyahou n'arrête pas de faire ces déclarations, mais aussi la population du Golan continue aussi à se rebeller et, continue, et sera inévitablement, elle est sur la voie de la libération, très proche d'un côté, et de l'autre, c'est bien ce qui énerve peut-être Netanyahou d'un côté et de l'autre côté, il y a quand même des luttes et puis une véritable résistance hein, dans le Golan. Ça, c'est un point, mais d'un autre côté, le fait que les Israéliens aient confisqué la paye les indemnités qui sont payées par l'autorité palestinienne aux familles des prisonniers palestiniens, c'est quelque chose d'absolument fou. C'est du vol, du viol de toutes les règles du monde. Et donc là, il faudrait quand même que le monde réagisse aussi pour décréter des sanctions contre Israël. Parce que là, c'est complètement contraire à toutes les règles de vie des prisonniers, hein, des Ouais. prisonniers. D'autant plus que ce n'est pas leur argent, c'est l'argent ramassé des Palestiniens Mm, mm. ou qui est destiné aux Palestiniens de toute manière par l'autorité palestinienne. Donc en fait, c'est un vol manifeste, un hold-up manifeste. Alors Voilà. Essar, vous nous avez aussi signalé la violation du ciel libanais par la chasse aérienne israélienne. Oui. Et pour clore ce chapitre désastreux comment je dirais, du comportement des sionistes hein, en Mm, général, mm, c'est la surprise lors du dîner du CRIF avec le discours d'Emmanuel Macron qui revenait complètement sur, je dirais, les propos qu'il avait tenus 24 heures plus tôt en affirmant que une loi serait élaborée pour intégrer l'antisionisme dans la loi qui condamne l'antisémitisme. Et là, il y a quelque chose de très grave qui est en train de se mettre en place, puisque si l'antisémitisme est effectivement une chose dégueulasse qu'il faut condamner et poursuivre, l'antisionisme, c'est une critique d'une opinion politique, d'une doctrine politique. Ça n'a strictement rien à voir avec la mm. religion, le judaïsme. Et c'est pas par hasard non plus d'ailleurs si beaucoup de religieux juifs encore aujourd'hui sont antisionistes. Et donc clairement Macron va soumettre en fait les Français à une loi qui est faite pour empêcher la critique du comportement raciste, racialiste d'Israël contre les Palestiniens, contre les Arabes présents sur le territoire occupé de la Palestine. En fait, c'est le rêve de tous les sionistes de pouvoir intégrer effectivement l'antisionisme à l'antisémitisme. Je voudrais rappeler quand même que ils ont depuis des années, ils cherchent à faire en sorte à criminaliser toute critique de l'État d'Israël. C'est à tel point que même des gens n'osaient même plus critiquer l'État d'Israël sans être traités d'antisémites. Je voudrais rappeler pour ça, par exemple, le directeur de l'IRIS qui avait écrit Peut-on critiquer Israël alors que il a été aussi taxé d'antisémitisme et puis etc puisqu'il critiquait tout simplement la politique de l'État d'Israël. Or maintenant, se dire antisioniste, c'est le rêve d'Israël de le passer
dans une loi. Et voilà encore une fois Macron qui sert l'État israélien et qui est soumis au CRIF pour élaborer ou faire voter ce type de loi qui assimile l'antisémitisme, l'antisionisme, l'antisémitisme. Or, le sionisme, c'est une ligne politique d'occupation. Les sionistes usurpent les territoires palestiniens, les sionistes agissent contre les règles de l'ONU, contre les droits des peuples, et c'est une occupation, comment dire, une occupation de territoire, c'est une colonisation qui cherche à chasser les gens de leur territoire, de chez eux, et à s'approprier leurs terres. Or, voilà, ça c'est quelque chose. On ne peut que déplorer que Macron puisse jouer le jeu des sionistes à ce point, alors qu'il prétendait ne pas être sous la coupe des sionistes. Alors que maintenant, il le prouve complètement. Et de prétendre, quelques heures auparavant, qu'il n'avait pas l'intention de criminaliser l'antisionisme parce que ça posait, soi-disant, selon lui, à ce moment-là, des problèmes. Visiblement, les problèmes ont été évanouis en l'espace de 24 heures, puisque il a il était dîné au CRIF, hein. Il a été dîné au CRIF et c'est de chez eux qu'il a décrété ça. Oui, tout à fait. Du CRIF, du local du CRIF. Donc voilà. Alors bon, c'est vraiment. Je pense que c'est important que le peuple français se réveille et qu'il sauve le pays de cette emprise du sionisme et cette emprise israélienne sur la politique intérieure et extérieure française. Il est important que ce soit ça, que les gens réagissent avant qu'il ne soit trop tard. Alors il fallait le dire, bien évidemment, ça ne nous limitera pas dans la critique contre le comportement d'apartheid manifesté par les autorités israéliennes, les autorités illégitimes, puisque, comme vous dites, c'est une colonisation des... Usurpation, voilà. Absolument. Donc ça n'a pas empêché qu'avant et pendant, et sûrement pendant très longtemps, des juifs qui sont nés en Palestine sont fidèles à la Palestine, considèrent que leur seul pays c'est la Palestine et renient complètement ces autorités laïques qui ne reconnaissent en fait que quand ça l'arrange l'aspect religieux pour pouvoir justifier sa présence en Palestine occupée. Oui, puis aujourd'hui, ils veulent justifier une judaïsation du pays pour chasser tous les Arabes, tous les Palestiniens, parce que qui sont les habitants originaires de la Palestine. Donc, ils veulent chasser tout le monde. Dont un certain nombre ont des origines juives, mais des vraies origines hébraïques. Oui. Alors, Essar, on va poursuivre par rapport à ce qui se passe. Sur la Syrie, oui. Il faut continuer, voilà. Et puis, bon, là, donc, on a parlé de cette réunion de Varsovie. Il y a eu aussi un sommet de Sochi qui a réuni, donc, en même temps, pratiquement, presque dans la même semaine, et qui a réuni aussi, donc, la Russie, l'Iran et puis la Turquie pour parler de la Syrie, de la résolution du problème d'Idlib et de l'est de l'Euphrate, et puis de la lutte contre le terrorisme en Syrie, au cours de laquelle Poutine a été très très ferme. Que de toute façon, il est important de lutter contre le terrorisme en Syrie, qu'il est hors de question qu'il reste une poche de terroristes à Idlib, et elle ne va pas rester ad vitam aeternam. Il va falloir trouver une solution vite fait, bien fait. Et de la même manière, poussant les organisations, l'organisation Qassad, qui est à l'est de l'Euphrate, à discuter avec l'État syrien
de manière et surtout à ne pas se soumettre aux Américains, puis de toute façon ils partaient. Les Américains, je peux dire quand même, ils ont changé 3 fois de position, puisque au début ils disaient qu'ils quittaient la Syrie et qu'ils partaient via l'Irak. Ils quittaient la Syrie. Bon, aujourd'hui, 2, 3 positions entre-temps depuis cette réunion jusqu'à aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, ils affirment qu'il y aura quand même 200 officiers qui vont rester en Syrie, qui auraient à Al-Tanf et à l'est de l'Euphrate, qui auraient pour mission de surveiller, récupérer des informations, entraîner et puis créer des bases de données d'objectifs à détruire. Oui. Donc, ils le disent clairement. Je rappelle quand même que Macron aussi avait annoncé que les forces françaises resteraient en Syrie, alors que je ne sais pas pourquoi y faire. Et puisqu'ils soutiennent, en fait, ils soutiennent ce qu'ils appellent les Kurdes, donc les forces FDS, là, qui sont à l'est de l'Euphrate et qu'ils prétendent avoir aidé à créer un gouvernorat local. Oui, d'ailleurs, les Russes ont dénoncé cette tentative de création d'État dans l'État. Hein. Absolument, absolument. De toute façon, puisque de toute façon toutes les résolutions de l'ONU qui ont été votées, dans toutes les résolutions, la 2254, la 2253, etc. On affirme quand même la souveraineté de la Syrie, on affirme l'unicité de son territoire, on affirme que il n'y aura pas de division de la Syrie, donc de partition, partitionnement de la Syrie. Donc ça c'est contraire à toutes les ou créer une partie de la Syrie ou un pouvoir local comme ça. C'est aussi violer ces résolutions-là d'un côté, de l'autre côté. Je rappelle quand même que les Turcs n'ont pas du tout envie à ce qu'il y ait un gouvernorat ou un État indépendant kurde à leurs frontières et ils disent que de toute façon, ils vont attaquer. Donc en fait, puisque les Américains ont dit qu'ils allaient se retirer, les forces FDS étaient apeurées. Et voilà que maintenant, parce qu'ils avaient peur que la Turquie envahisse cette région, et puis eux, ils seraient perdants forcément face à l'armée turque. Oui. Donc à ce moment-là, ils avaient appelé l'armée syrienne à les protéger et ils ont commencé à avoir des discussions importantes avec l'État syrien. Mais à partir du moment où les Américains ont décidé qu'il y aurait 200 personnes qui vont rester, ils se sont relâchés à nouveau, les forces FDS se sont relâchées à nouveau et à nouveau se sont accrochés aux basques des Américains, malheureusement. Donc, et tous les appels de la part de l'État syrien, de la part même du président syrien, je voudrais dire quand même 2 mots aussi, peut-être pas tout de suite, mais je voudrais rappeler quand même qu'il y a eu un discours très important de la part de notre président. On pourra y revenir et puis citer les points importants, les plus importants de ce discours, qui a pratiquement tracé une feuille de route à la fois pour la reconstruction, pour la lutte contre le terrorisme, pour la lutte contre la corruption et donc pour la lutte aussi contre le blocus économique que subit la Syrie. Alors justement, donc, voilà. Essar, vous avez évoqué tout à l'heure la présence des Américains qui reste permanente en réalité, il n'y a pas de retrait, il y a juste... On n'est pas obligé de faire confiance aux chiffres qu'ils nous donnent. Hein. C'est-à-dire 200 officiers, si ça se trouve, il y en a 10 fois plus. Hein.
Parce que ça, ils ont déjà fait le coup, hein. Alors, Ils ont déjà fait le coup en Irak, hein, d'ailleurs. Ils oui, demandaient est-ce qu'il y ait des 6 000 fonctionnaires qui restent dans l'ambassade américaine, etc. En fait, et ils négociaient tout ça. Puis en fin de compte, ils ont gardé plusieurs bases. Et aujourd'hui, on découvre qu'ils veulent en plus augmenter le nombre de personnes qui se trouvent dans ces bases en Irak, hein. Et oui, donc, aujourd'hui, l'État irakien et les différentes forces politiques irakiennes réclament effectivement le départ, le départ des Américains, oui, qui est illégal, et que aujourd'hui l'État irakien est formé et il s'approprie son pouvoir et son pays. Donc, les Américains n'ont qu'à quitter. En Syrie, c'est pareil. Les Américains sont en présence illégale complètement. C'est reconnu comme illégal aussi par par tous nos alliés, mais donc par la Russie. La Russie n'arrête pas de dire que c'est une présence illégale. La Syrie, bien sûr, dit depuis toujours que c'est une présence illégale. L'Iran aussi affirme que c'est une présence illégale, et de toute façon, elle est illégale puisqu'elle n'a jamais été ni accordée par l'ONU ni par une instance quelconque. Donc, cette présence illégale et la présence de la coalition qui est dirigée par les États-Unis est tout aussi illégale. Donc, ils n'ont qu'à se retirer de tous les endroits où ils sont en Syrie, que ce soit aussi bien à l'est de l'Euphrate que dans le triangle là qui est entre la Syrie, l'Irak et la Jordanie, qui est le Al-Tanf. alors justement, Essar, La base d'Al-Tanf. justement, Eh oui. vous m'avez signalé que les Russes et les troupes syriennes avaient constitué des passages sécurisés pour évacuer le fameux camp d'Al-Rukban qui est occupé, Tout je à dirais, fait. contre leur gré par 50 ou 60 000 Syriens qui sont brimés sous la direction des Américains qui utilisent les terroristes pour maintenir ces gens-là, je dirais, sous chape de plomb, hein. C'est, Tout à fait. Mm. je vous laisse nous en parler parce que c'est quand même grave, hein. Tout à fait. Alors, effectivement, là, il y a eu un accord récemment, en fait, des passages sécurisés qui ont été imposés au camp Al-Rukban. Je voudrais dire quand même que les gens, il y a 60-70 000 personnes dans ce camp qui sont systématiquement opprimées par les terroristes de Nosra et Daesh. Il y a plus de 7 000 terroristes qui les oppriment systématiquement et qui empêchent aussi l'arrivée des vivres et des aides humanitaires, Ouais. parce que ce sont les terroristes qui s'accaparent ces aides humanitaires et qui cherchent à les distribuer en faisant du chantage à toute la population et en les recrutant de manière forcée dans leur rang, en les obligeant à se battre contre l'État syrien et surtout, ce que je voudrais dire quand même, ils vivent dans des conditions absolument déplorables. Ils vivent sous des tentes par ces temps très froids d'hiver où une tempête suit l'autre, hein, où il y a des pluies intenses, où les températures vont jusqu'à -5 et voire plus froid. Et ils sont donc dans des tentes en tissu, hein, et qui sont secouées par tous les vents. Donc, avec tous les manques, il manque de nourriture, il manque de médicaments, il manque de couverture, il manque de chauffage, il manque de tout, quoi. Et ils ont, à chaque pluie, ils ont les pieds dans l'eau et la tente dans l'eau. Et Ouais. donc, tout ce qui c'est absolument intenable comme situation. Donc, face à cette situation humanitaire, il est important de les laisser sortir. Et on demande aussi on exige plutôt
de l'ONU et de l'OCHR, l'organisation d'aide humanitaire de l'ONU de toutes les associations et de la Croix-Rouge, en fait, d'intervenir pour que ce camp soit complètement vidé et que les gens puissent rentrer chez eux en Syrie, dans leur village, puisque ces gens ont fui le terrorisme et ils n'ont pas été voilà. Donc et leur village ayant été libéré, puisqu'ils sont tous plutôt du côté de Dera, de Souaïda, etc. Leur village ayant été libéré de tous les terroristes, ils peuvent revenir en toute sécurité maintenant. Oui. Donc, il est important d'aider à ce retour et que les forces humanitaires, que toutes les organisations humanitaires aident à ce retour et arrêtent cette souffrance humaine dans ce camp que les Américains veulent utiliser toujours et utilisent toujours comme arme de pression contre l'État syrien pour pouvoir aussi faire du chantage pour des concessions dans les discussions politiques. Alors justement, malheureusement, il n'y a pas, je dirais, que dans le camp d'Al-Rukban que les terroristes commettent des actes qui ont des conséquences sur entre guillemets, le confort de vie, parce que là, c'est confort au sens figuré, hein, c'est pas du bien-être, hein, c'est vraiment c'est pas le confort, c'est vraiment le minimum voilà, vital. c'est une situation de survie. C'est une situation Absolument. de survie. Oui. Je ferai une parenthèse tout de suite en disant que le Qatar vient de verser 2 millions de dollars pour les casques blancs, ce qui va évidemment, entre guillemets, améliorer la situation, hein, comme tout le monde le sait. N'est-ce pas? On va l'évoquer par rapport aux tentatives de provocation de ces casques blancs dans le gouvernorat d'Idlib, avec une tentative de recréer, je dirais, une fausse attaque chimique, hein, pour incriminer Damas. Mais pour revenir aux situations qui provoquent quand même de sérieux problèmes de survie, hein, aux Syriens, c'est ces bateaux qui ramenaient du gaz et du pétrole, donc venant d'Iran, qui y ont été stoppés par les Américains au canal de Suez. Hein. On remerciera l'Égypte d'avoir obéi sans protester, et à Chypre donc, alors que les Syriens étaient soumis au froid intense de cette période hivernale mais qui n'est pas terminée. Hein. Et donc en sachant que l'électricité est également produite, hein, par des centrales qui utilisent du gaz et du pétrole, donc ça vous donne une petite idée des conséquences de ces décisions américaines, de ces comportements américains, et puis de l'attitude des terroristes, puisque les terroristes bombardent également eux aussi les centrales thermiques, les centrales électriques, hein, continuellement. Hein, c'est des attaques terroristes, par exemple, au nord de Hama, hein, ces derniers temps. Tout à fait. Tout à fait. Alors en fait, le fait que les Américains soient sortis de l'accord sur le nucléaire iranien, ils ont imposé des sanctions supplémentaires contre l'Iran, enfin des sanctions, des blocus économiques supplémentaires unilatéraux, quoi. Contre l'Iran, contre la Russie et contre la Syrie. Et en fait, la Syrie avait donc des bateaux qui nous ramenaient donc du fioul et du gaz du côté iranien, qui ont été arrêtés par le fait de ces soi-disant sanctions par les Américains. Donc au départ, et puis après. Par la suite, donc arrivés au canal de Suez, ils ont été bloqués par les Égyptiens en application de ces ordres américains. Merci nos amis égyptiens. Et puis dernièrement à Chypre. Et donc ces bateaux, ils sont toujours à Chypre, hein, et on ne peut pas récupérer ce qu'il y a à l'intérieur.
et qui est destiné donc au peuple syrien. Donc, dans cette période de grand froid en Syrie, avec ces mesures de blocus unilatéral, le peuple syrien souffre du froid, souffre pas seulement du froid, mais le fait qu'il n'y ait pas de gaz, on a une grande difficulté à faire un thé, à chauffer de l'eau, etc., puisque l'ensemble des gens, enfin l'ensemble des gazinières sont plutôt au gaz. Ça d'un côté, et puis avec une baisse, substantielle au niveau des heures de présence de l'électricité, puisque aussi les centrales électriques fonctionnent avec du fuel. Et dernier point aussi, c'est que avec les tirs systématiques des terroristes sur la centrale thermique et sur les lignes de transport de l'électricité, puisque à partir d'Idlib, parce que apparemment les Turcs leur fournissent, en fait, les terroristes arrivent à avoir des armes de plus en plus performantes et des armes qui permettent d'aller de plus en plus loin, à partir donc des zones d'où ils devaient se retirer et reculer de 15 à 20 kilomètres, ce qui n'a jamais été fait. À partir de là, ils tirent donc sur le gouvernorat, les villages du nord du gouvernorat de Hama, et ils tirent sur la population d'Alep, ils tirent sur le gouvernorat de Latakia, faisant systématiquement des dégâts matériels, plus aussi des morts, des blessés, etc. Ça continue. Donc, et en continu. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a eu des missiles qui ont été tirés sur la centrale thermique donc de Mhadé, on l'avait dit, et aujourd'hui des tirs sur la vallée d'El Rab aussi. Donc ça n'arrête pas et tout le monde prétend on est en train de travailler pour la paix et contre le terrorisme. Alors bonjour ceux qui arment les terroristes et qui leur donnent de l'argent, aussi bien la Turquie, le Qatar et puis les Américains. Donc voilà, ça c'est les Américains qui prétendent lutter contre le terrorisme et qui justifient leur présence en Syrie par la lutte contre le terrorisme. Or aujourd'hui, je pense quand même que l'ensemble des peuples du monde commencent à se rendre compte des mensonges américains et des médias mainstream en ce qui concerne cette lutte contre le terrorisme et se rendent compte que ce sont eux qui ont créé le terrorisme et qui continuent à le faire vivre et qui continuent aussi à le soutenir pour justifier leur présence en Syrie. Donc voilà, et ça c'est important. Dernier point, je voudrais ajouter quand même, c'est que ça ne pourra pas être ad vitam aeternam. Il est clair que la résolution est prise en ce qui concerne le retour d'Idlib à la Syrie, en fait. Donc la sortie des Turcs et puis la sortie des terroristes de tout le gouvernorat d'Idlib. Ça, c'est une décision qui est prise et qui a été répétée donc dans le discours du président Assad à plusieurs reprises. De toute façon, toute partie de la Syrie et n'importe quel centimètre carré de la Syrie qui est occupé aujourd'hui retournera à la Syrie, et y compris le Golan. Donc, tout ceci, la décision est prise, mais c'est une question de temps. Ça, c'est un côté. Que nos amis et nos alliés stratégiques qui sont l'Iran et la Russie sont entièrement en phase avec nous sur cette question, plus la résistance libanaise. Donc il y a le front de la résistance et le front de lutte contre le terrorisme qui sont en phase avec la Syrie sur cette question. Donc ça, c'est inévitable.
Idlib sera libéré. C'est une question de temps. L'État syrien attend un peu parce que il y a des négociations qui se font, il y a des choses qui se font à l'intérieur d'Idlib, au niveau de la population, j'entends. Et l'objectif, c'est qu'il y ait le moins de dégâts possible au niveau de la population civile et au niveau de l'infrastructure du gouvernorat, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde d'un côté, de l'autre côté, pour qu'il y ait aussi qu'il y ait la plus grande partie de la population soit non seulement ralliée à la Syrie et puis agisse de sa propre manière aussi au niveau de la résistance interne, hein, chose qui a commencé parce qu'il y a systématiquement aussi des manifestations contre la présence terroriste. Il y a la population se rebelle contre la présence terroriste, et ça c'est un point important qui aide aussi l'armée syrienne à avancer et qui donne aussi pas mal de renseignements pour que on puisse être efficace dans la lutte contre les terroristes. Dans la libération. Le dernier point que je dis, là, les agressions de ces terroristes contre la ville de Hama, contre la ville d'Alep et contre la ville de Homs aussi et de Latakia, sont répandus systématiquement aussi. L'armée arabe syrienne répond aux tirs, par des tirs aussi de manière très précise dans les endroits ou dans les quartiers généraux de ces terroristes. Ce qui fait qu'il y a aussi beaucoup de ces chefs et de ces terroristes qui meurent du fait aussi des ripostes syriennes, des ripostes de l'armée syrienne. Et je pense que peu à peu, ça va dans le sens de leur élimination totale. Voilà. Alors il nous reste 2 minutes, Essar, pour évoquer quelques sujets quand même. Hein. Il faut souligner le soutien de la Syrie au Venezuela qui traverse en ce moment une situation très grave, puisque à partir de demain, visiblement, les Russes ont annoncé que les Américains étaient sur le point de préparer une provocation pour faire une intervention militaire, comme en Irak en 2003. Et ce soutien est réciproque, puisque le Venezuela, évidemment, soutient la Syrie dans sa lutte pour la libération de son territoire. Ouais. Il faut quand même noter, parce qu'il y a des bonnes nouvelles, que les réfugiés au Liban et en Jordanie sont en train d'accélérer leur retour de revenir, absolument. En Syrie, avec des contacts d'officiels libanais avec le gouvernement syrien pour accélérer cela. Et il faut noter aussi des choses comme des médailles sportives de Syriens, comme le taekwondo aux Émirats Arabes Unis, mais vous avez aussi un autre sport, il me semble, que dont vous m'avez parlé. Voilà, je vous laisse, il reste une petite minute pour conclure. Voilà. D'accord, alors effectivement, il est important de souligner ce soutien au Venezuela que nous accordons et qui en Syrie en fait se manifeste aussi par des manifestations de soutien et par des visites à l'ambassade, etc. Pour leur montrer qu'on est tous avec eux aussi et qu'on est en plus sur le plan politique, bien entendu, dans les instances internationales. Ça, c'est un point important. Deuxièmement, il est clair que des dizaines de familles reviennent à partir des camps de réfugiés au Liban, mais aussi en Jordanie, à partir des dizaines de familles du passage Ansib depuis son ouverture, mais aussi au Liban. Donc il y a eu pour la première fois, après la formation du nouveau gouvernement,
une rencontre entre le ministre des Affaires, les deux ministres des Affaires des réfugiés et le ministre des Affaires étrangères libanais et les ministres syriens. Donc, pour faciliter le retour des réfugiés syriens au Liban et puis dans de bonnes conditions. C'est un point qui est très, très important pour la Syrie, très important pour le Liban, puisque le Liban se plaignait toujours du poids économique de ces réfugiés sur son économie, alors qu'en Syrie, on manque de main-d'œuvre aussi pour la reconstruction. Donc, ça, c'est quelque chose, c'est une porte très importante qui s'ouvre au niveau du retour des réfugiés en Syrie. Je peux dire qu'il y a des dizaines et des dizaines de cars qui reviennent systématiquement. Alors, à l'est de l'Euphrate, je voudrais signaler quand même qu'il y a eu 50 cars aujourd'hui qui sont partis avec les familles des terroristes de Daesh et qui sont partis aussi du côté de là où partait Daesh, que les Américains les amènent des dirigeants de Daesh avec aussi, ils les ont amenés avec des quantités d'or qui ont été volées à Kirkuk et à Mossoul, donc en Irak, et aussi qui ont été volées par eux dans la région de Raqqa. Les hélicoptères américains viennent les repêcher et puis les emmener. Voilà. Bien, Issar, je crois que nous allons clore ce 57e CITREP en vous remerciant chaleureusement. Vous en avez bien besoin avec les températures qu'il fait là-bas à Damas. En tout cas, je vous souhaite quand même une belle soirée, une bonne soirée. Je vous remercie encore pour le CITREP de ce soir. Merci beaucoup, merci à tous. Au revoir. Au revoir.